Late night bites with friends, already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in, the night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Je suis quelqu'un de très timide et pourtant j'ai animé des événements devant des milliers de personnes et c'est vrai. Ça fait hyper longtemps en fait que j'ai mis ce thème de podcast dans ma liste parce que j'ai une petite liste sur mon ordinateur, pas du tout, sur mon téléphone où je mets dans notes là, dès que j'ai une idée de podcast, je mets et je tourne, mais j'enregistre mes podcasts en fonction de cette liste. Et ce thème-là, ça fait hyper longtemps que je l'avais mis dans ma liste et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais enregistré plus tôt. Et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Et souvent, les gens, quand ils me suivent sur les réseaux, ils me disent « Non, mais on ne te croit pas, t'es pas timide, c'est pas possible. » Et quand je me rappelle en 2020, là, quand j'avais buzzé sur les réseaux au confinement, mes clients, parce que j'étais prestataire de services équestres, donc je gardais des écuries, je travaillais des chevaux, je suis masseuse équine de métier, donc je massais des chevaux aussi. Et en fait, mes clients me connaissaient timide. Et j'ai même un de mes clients qui m'avait appelé pendant le confinement pour me demander si c'était bien moi sur les réseaux ou si c'était ma sœur jumelle. Mais véridique, hein, et le mec, il rigolait pas, il pensait vraiment que j'avais une sœur jumelle qui était sur les réseaux. Je dis non, Vincent, c'est moi, c'est bien moi. Et en fait, les gens, quand ils me connaissent dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire, eh ben, ils soupçonnent pas que je sois aussi extravertie. Alors, j'ai envie de développer ce sujet parce que je pense que, alors de un, ça peut aider des gens timides, maladifs, je dirais, à s'extravertir un peu, grâce au théâtre, grâce à plein de petits tips que je vais aborder dans ce podcast qui m'ont, moi, servi. Et de deux, je trouve ça intéressant de montrer que des gens timides, en fait, eh bien, c'est pas parce qu'ils sont timides de base ou extravertis dans certaines situations, parce que moi, en fait, ça dépend des situations. Je vais être très extravertie dans certaines, d'autres plus introverties, etc. Eh bien, c'est dans le sens de ne pas catégoriser. Il y a des gens qui sont extravertis parfois, mais qui ont un côté aussi timide ou qui vont être discrets dans certains cas. Et moi, par exemple, c'est le cas. Et alors, faut savoir, quand j'étais petite, je n'arrivais pas à aller acheter du pain, par exemple, par timidité, tellement j'avais peur de parler à quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas. Alors, pas le pain, hein. Je vous rassure, j'arrive à faire mes courses et à acheter du pain à 41 ans. Mais par exemple, là, récemment, j'ai changé de salle de sport. J'ai dû aller dans une salle plus grande, avec plein de monde. Waouh, la première fois que j'y suis allée, je me sentais pas bien, quoi. Je me sentais super mal à l'aise, hyper gênée, hyper timide, de peur d'interagir avec des gens, alors que, j'ai envie de vous dire, comment dirais-je, quand on voit ce que je fais sur les réseaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des sketchs humoristiques sur le monde d'équitation. Ça s'appelle Ponycorn, _le_blog sur Insta. Eh bien, quand on voit mes vidéos, on ne peut pas se douter que quand je vais pour la première fois dans une grande salle de sport, je suis timide, quoi. C'est impossible. Et même les gens qui m'ont connue que via Ponycorn, je parle des partenaires ou même des abonnés, tout ça, ne me croient pas la plupart du temps quand je dis que je suis timide. Ils se foutent de ma gueule. Vraiment. Et alors que les gens qui me connaissent pas des réseaux et qui apprennent à me connaître comme ça dans la vraie vie,
ils savent que je suis timide de premier abord. Par exemple, dans le sport, quand j'ai commencé le CrossFit, je connaissais personne, donc c'était un peu le même principe que la nouvelle salle que je viens d'aller. Donc j'étais très timide, et les gens ne connaissaient pas ce que je faisais sur les réseaux, parce qu'on n'était pas dans le monde de l'équitation. Moi, c'est très axé équitation, enfin plus maintenant. Maintenant, j'ai Ponycam du bas lifestyle qui est un peu plus généraliste. Mais à la base, c'est très équitation, c'est très axé équitation. Et du coup, c'est vrai que les gens dans l'équitation ne croient pas que je suis timide, et les gens hors équitation, dans le CrossFit, mes potes d'aujourd'hui, ils me disaient ouais, tu parlais pas beaucoup au début, quoi. Et c'est vrai que j'ai un côté très calme, en fait. Mais même dans mon métier de masseuse équine, quand j'ai des clients qui font appel à moi et qui sont des abonnés qui me connaissent via les réseaux, en fait, ils s'attendent à ce que je sorte des conneries à tout bout de champ et puis que je sois dans la hype avec mon énergie et tout. Et en fait, quand je masse, je suis hyper calme. Mais très calme. Et puis, il faut. J'ai envie de vous dire, vous n'allez pas arriver pleine balle. Ouais, salut, papa, pouet. Quand tu vas masser ton cheval, enfin le cheval de ta cliente, quoi. Donc, non, au contraire, c'est un métier où il faut beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement de notre part, et surtout faire baisser notre rythme cardiaque pour ne pas que le cheval s'inquiète, parce qu'ils sont très basés sur les fréquences cardiaques, les chevaux. Donc plus ta fréquence cardiaque est élevée, plus le cheval va s'inquiéter. Plus ta fréquence cardiaque est basse, plus le cheval va être apaisé, quoi. Et moi, ça m'apaise beaucoup le massage, c'est vraiment un moment que j'adore sur les chevaux. Et du coup, c'est un espèce de contraste. Alors, premièrement, donc voilà, pour poser les bases, je vais essayer de structurer ce podcast. Ceux qui sont habitués à écouter mes podcasts, vous savez que je structure rien du tout. C'est du blabla de copine. Mais écoutez, ça fait son charme, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Et puis, si ça vous plaît, tant mieux, les gars. Allons-y, quoi. Donc, du coup, on va essayer de structurer. Donc, la base, comme je vous disais, je suis quelqu'un de très timide. Quand j'étais petite, j'arrivais pas à aller acheter une baguette de pain. Adolescente, ça a été très compliqué. Il faudrait que je fasse un podcast là-dessus, puisqu'au collège, je me suis fait très maltraitée par mes camarades de classe, harcelée, violentée, tabassée, etc. Donc j'avais vraiment de la 6e jusqu'à la 3e, ça a été des années extrêmement compliquées, où j'ai vraiment été très maltraitée, aussi bien physiquement que moralement. Ça a été des années très difficiles, comme beaucoup d'enfants, bien entendu, mais ça n'a pas amélioré ma timidité, on va dire. Au contraire, ça m'a complètement enfermée dedans. Alors c'est assez bizarre parce que j'avais quand même un côté extraverti quand je me sentais bien. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple en CP, je me rappelle que j'avais une maîtresse que j'adorais. Elle est obligée de me scotcher la bouche. Véridique, elle l'avait fait, Madame Guillonneau, elle s'appelle. Enfin, je sais pas si elle est encore vivante, mais c'était un amour, cette maîtresse, je l'adorais. Et en fait, elle m'avait scotché la bouche parce que je parlais trop. Donc, quand je me sens bien, en fait, j'ai mon côté extraverti qui ressort. Quand je me sens pas très bien, ou que je suis impressionnée, ou que je me sens mal à l'aise, je vais avoir mon côté timide qui va ressortir vraiment. Et c'était le cas, par exemple, en CE1, où j'avais une maîtresse qui était horrible, Madame Mallard, une vraie connasse, une grosse connasse. Une grosse connasse, la vraie maîtresse maltraitante qui te donne des coups de règle sur les doigts. Alors, les gars, j'ai 40 ans, ça n'existe plus aujourd'hui, j'espère. Qui te fait sortir de la classe devant tout le monde, fait faire le tour de la classe quand tu fais une bêtise. Alors, la bêtise étant que j'avais renversé accidentellement ma petite fiole de peinture et j'en avais mis un petit peu sur mon bureau. Elle m'a fait lever de ma chaise, me taper la honte devant tous les élèves en m'excusant auprès de chaque élève et en montrant mon cahier qui était rempli de cette tache de peinture. Une folle. En plus, elle était alcoolique, elle buvait en douce dans la classe. Enfin, elle était starbée, cette meuf. Et là, du coup, j'étais extrêmement timide. J'étais dans le fond de la classe, je bougeais pas, j'étais terrorisée. Donc voilà, ça dépend en fait, je dirais, du contexte et des gens. Il y a certaines personnes qui m'ont connue, vont me dire que je suis extravertie, je suis pas très timide, et d'autres qui vont dire ah oui, Stéphanie, elle est très discrète, très timide. Donc voilà, ça dépendait du contexte. Au collège, ça s'est aggravé puisque, comme je vous l'ai dit, voilà, j'avais été violentée. Au lycée, je me sentais très bien au lycée, donc j'ai mon côté extraverti qui s'est développé et j'ai pris beaucoup confiance en moi au lycée. Vraiment beaucoup, à tel point que
j'aidais des camarades qui se sentaient pas bien dans leur peau. C'était vraiment, je me rappelle au lycée, en terminale notamment, je sais pas, je m'en étais fait une mission de vie où quand je voyais des jeunes filles ou des jeunes hommes qui se sentaient pas bien, qui étaient pas bien dans leur peau, et que je me trouvais face à cette situation-là, eh bien, je tendais la main pour les aider, quoi. Même si je les connaissais pas plus que ça, ou c'était des gens à qui je disais juste bonjour, je voulais vraiment aider, quoi. Et je pense que c'était un peu le contre-coup du collège où j'avais été maltraitée. Je voulais pas que les gens se sentent mal. Et quand je rencontrais des gens qui étaient pas bien dans leur peau, notamment atteints d'anorexie par exemple, ou de choses comme ça, ben, je voulais les aider, quoi. Donc au lycée, je me sentais très bien. J'avais mon côté extraverti qui est un peu ressorti. Et adulte, quand j'ai commencé dans le monde du travail, c'est pareil, ça dépendait en fait. Ça dépendait énormément du contexte. Quand j'étais au auxiliaire veto, j'étais très timide et très réservée. Je parlais presque pas, je me sentais pas très bien. J'étais pas dans une équipe super, il y avait une très mauvaise ambiance, certains vétérinaires étaient maltraitants avec les animaux, donc j'ai un mauvais souvenir, clairement. J'ai fait plusieurs services, on va dire, et dans le canin et félin, quoi, si on peut dire ça, je sais pas si j'ai perdu les notions, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Mais bref, clinique veto, chien-chat. C'était vraiment galère, j'ai détesté, donc j'ai arrêté. De toute façon, j'ai été auxiliaire vétérinaire, j'ai passé mon diplôme, mais j'ai fait très peu d'auxiliaire veto parce que je me sentais vraiment pas bien vis-à-vis de l'ambiance et vis-à-vis des animaux, et j'ai pas supporté. Et du coup après je suis partie dans toute autre chose, je suis partie dans la vente. Je suis restée 10 ans dans la vente à peu près, et quand j'étais dans la vente de meubles, c'est pareil. J'étais vraiment dans une entreprise de merde, avec une ambiance de merde. Le patron était un gros naze. Et du coup, les responsables des magasins étaient des gros cons. Enfin, bref, quand t'as un patron qui est con, en général, ça déteint sur tout le monde, hein. Et du coup, quand t'as une mauvaise ambiance du patron, bah, t'as une mauvaise ambiance générale. Et c'était le cas, et tout le monde se tirait dans les pattes. Donc, j'avais ce côté timide, réservé, pas de conflit, etc., qui était très présent. Après, je suis partie dans l'automobile où là, je me suis éclatée avec une super ambiance, des super collègues qui sont devenus des amis qu'aujourd'hui je vois toujours. Enfin, j'ai toujours des nouvelles d'ailleurs d'eux. On se voit rarement, mais on essaye de garder contact. Donc là, j'avais mon côté extraverti qui ressortait. En fait, c'est vraiment quand je me sens bien, quoi. C'est vraiment ça. Après, aujourd'hui, c'est toujours ces deux facettes. Je dirais que ça dépend du contexte, ça dépend si je connais les gens. C'est surtout ça, si je connais les gens, si je me sens bien, et si... voilà, j'ai toujours un côté où j'analyse un peu l'environnement, besoin de prendre mes marques, besoin de voir à qui j'ai affaire en face de moi. Est-ce que les gens sont plutôt sympas, plutôt bienveillants, plutôt machin? Et si je me sens bien, après, ouais, j'ai mon côté extraverti qui va ressortir, et là... quand je connais les gens, c'est un peu le personnage, entre guillemets, de Ponycorn que vous connaissez. Je vais être un peu bout en train, je vais faire des petites conneries, je vais me mettre à danser, à chanter, machin, bref. Mais ce côté-là, il arrive vraiment quand je suis en confiance totale. Bref, c'est pas vraiment finalement tout le sujet de ce podcast, mais là, c'était pour vous poser les bases. Je dirais que je suis un peu des deux. Je suis pas totalement introvertie, mais je suis pas totalement extravertie. Je suis les deux. Et mon chéri Flo, pareil, il a ses deux côtés. C'est quelqu'un de très très discret quand il connaît pas. Par contre, quand il connaît, bah, il a vraiment un côté extraverti, bout en train, très 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 assumé, etc. Un peu comme moi, quoi. Et c'est vrai que je crois que c'est un nom. On me l'a déjà dit en retour de podcast, parce que j'en avais déjà parlé vite fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'arrange. Comme ça, je me coucherai moins bête quand je lirai vos commentaires. Mais ouais, donc voilà, un peu des deux. Quand j'ai commencé Ponycorn, alors c'est vrai qu'il faudrait que je vous explique l'histoire en podcast de Ponycorn. Je ne l'ai jamais expliqué. Et ça pourrait être très très drôle de vous l'expliquer. Mais je ne vais pas spoiler, du coup je pense que je vais enregistrer à la suite de ce podcast un autre podcast avec l'histoire de Ponycorn, et comme ça vous l'aurez dans la semaine d'après, enfin dans l'épisode de podcast d'après.
Mais en gros, voilà, quand j'ai créé Ponycorn, je l'ai créé par hasard. Donc je vous en dis pas plus, je vous expliquerai dans le prochain podcast. Et c'est vrai que du coup, je ne m'attendais pas, absolument pas du tout à cette espèce d'engouement sur Ponycorn et à voir du monde, clairement. Moi, je faisais juste des vidéos comme ça et j'ai pas mesuré quand j'ai commencé à faire ça l'ampleur que ça avait pris. J'ai commencé à mesurer l'ampleur 1 an presque plus tard quand je suis allée au salon Equitalion. Et là, à Equitalion, ça a été la folie, enfin vraiment la folie. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, j'ai fait des podcasts sur les histoires les plus extraordinaires avec mes abonnés. C'est dans ce podcast-là, donc pareil, je ne spoile pas, je vous laisse l'écouter. Mais c'était vraiment une dinguerie, quoi. Il y avait énormément de monde et en fait, je me suis retrouvée propulsée dans un truc que je ne maîtrisais absolument pas. Et moi, j'ai un côté très pragmatique, très logique, très carré, très terre à terre et tout. Et le fait de ne pas contrôler ce qui se passe, moi, ça va me générer des angoisses. Et c'est vrai que la première fois que j'ai été exposée à du monde, en fait, à des spectateurs réels, parce que quand c'est sur les réseaux, c'est toujours virtuel, tu ne te rends pas compte. Quand tu fais 1 million de vues sur une vidéo, tu ne te rends pas compte qu'il y a 1 million de personnes, enfin, c'est pas 1 million de personnes, on va dire au moins 500 000 personnes uniques qui ont vu ton truc. Tu t'en rends pas compte, 500 000, ce que ça fait. Mais c'est énorme, 500 000 déjà, 1000 personnes, visuellement parlant, présentement, en présentiel. C'est énorme, c'est un truc de fou. Et en fait, je me rendais pas compte de ce que ça représentait en réel, 1000 personnes. Je m'en suis aperçue en faisant du coup les salons. Et là, ça m'a généré les premières fois beaucoup d'angoisse. Parce que mon côté timide ressortait. Et c'est vrai que du coup, pour contrer ça, parce que Ponycorn, au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus d'ampleur. On m'a demandé d'animer des jumpings, enfin notamment de faire des premières parties de jumping, notamment au jumping de Bordeaux, où on m'a demandé d'animer déguisé en popo un des concours du jumping de Bordeaux. Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est un jumping international, c'est un des plus gros concours de France. Et toi, tu te retrouves là, avec ton personnage que tu as inventé à l'arrache chez toi, à le faire devant des milliers de personnes qui sont dans les tribunes. Et là, tu te dis, mais what, en fait? What? Qu'est-ce que je fous là, quoi? On m'a demandé, pareil, au salon de Nancy, de animer, pareil, une épreuve de ski-joring sur sable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai animé des concours Shetland, le Festichette, je crois que c'est ça le nom. Je vais dire des conneries, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je crois que c'est ça, Festichette. Bref, j'ai animé le concours à Arcachon, un jumping à Arcachon. Mais en fait, j'ai fait le tour de France, comme ça, comme Interville, tu vois. C'est même alors, il n'y a que les vieux qui me comprendront, parce qu'Interville, je pense que les jeunes, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais Interville, c'était des jeux intervilles, comme son nom l'indique, genre des trucs de kermesse et tout, mais en version big, quoi. Et genre Ninja Warrior en plus simple, tu vois. Et en mettant 2 villes concurrentes, les unes contre les autres. Et en fait, tu faisais le Tour de France comme ça, les animateurs, ils faisaient le Tour de France, et ils étaient trop connus, genre Nathalie Simon, moi j'étais trop fan et tout. Et on adorait ça. Enfin, moi, quand j'étais jeune, Interville, j'attendais avec impatience, c'était toutes les semaines, j'attendais avec impatience l'émission, et c'était que l'été. C'était génial. Et du coup, là, c'était ça. Pendant 2 ans, j'ai fait ça, où toutes les saisons en fait, de concours. Donc ça va les saisons de concours, parce qu'il y a les jumping intérieurs, hein, donc c'est toute l'année. Hein. Ça allait de l'hiver à l'été. Donc pendant 2 ans complets, j'ai fait ça. J'ai fait que ça. J'ai fait le Tour de France pour animer en fait, des événements. Et en fait, les premiers événements, ça a été un truc de fou, parce que je ne savais pas comment faire. Alors, j'ai joué un petit peu au théâtre quand j'avais 18 ans, et j'ai fait une pièce de théâtre. Ça avait compté pour mon bac, c'était des activités, c'était des points à récupérer pour le bac. Et moi, j'avais choisi théâtre, et j'avais surkiffé le truc, et j'avais explosé le truc, j'avais eu 18 sur 20, j'étais trop contente.
Et en fait, je savais que j'avais des prédispositions à ça. Et je me suis rappelé vite fait des trucs qu'on avait contre le trac au théâtre, qui sont assez simples. J'ai toujours fait un peu de scène, mais enfin de la scène entre guillemets. Tu sais, quand t'es petit, tu fais des pestacles là à l'école. Et que nous, on avait la chance d'avoir une vraie salle de spectacle avec une vraie scène et des vraies loges. Et en fait, depuis toute petite, depuis 5 ans, en fait, je faisais des spectacles scolaires et en mode vraiment scène. C'est-à-dire que t'as le rideau qui s'ouvre, nanana. Donc en fait, j'avais expérimenté le track depuis toute petite et finalement, c'était quelque chose d'assez familier. Plus moi de nature, en famille, on fait beaucoup de spectacles aux événements, genre Noël, etc. On fait toujours des petits sketchs que nous-mêmes on improvise ou on écrit et après on les joue devant la famille, etc. Donc on a toujours fait ça dans ma famille. Donc finalement, c'était pas trop étranger pour moi de jouer des personnages, mais il fallait que je vainque ma timidité. Et comment le faire quand tu dois jouer, entre guillemets, un personnage devant 1500 personnes. Parce que moi, j'ai toujours joué devant des gens, mais le spectacle de l'école, t'as 40 parents qui sont devant toi. Le théâtre à l'école, c'est pareil, il y a un amphithéâtre, tu parles, s'il y avait 100 élèves, c'était le bout du monde. J'ai jamais joué devant un public. J'ai fait beaucoup de danse aussi devant des publics, mais il n'y a jamais eu 1000 personnes. J'étais dans une troupe de danse pendant un moment de hip-hop. Au pire, on a joué devant 200 personnes. Bon, voilà, point, barre. Là, on parlait de 1000 personnes, quoi. Le jumping de Bordeaux, il y a du monde. Nancy, il y avait du monde. Cholet, j'ai fait Cholet aussi, il y avait du monde de ouf. Donc, tu te dis, bon, je dois faire un truc devant 500 à 1000 personnes et je dois jouer un personnage. Alors, quand c'est Popo, j'ai envie de vous dire, c'est vachement simple parce que c'est pas moi. Par contre, quand on me demande Steph de Ponycorn, ça veut dire que implicitement, c'est moi finalement. C'est moi qu'on demande avec une casquette parce qu'il faut la reconnaître, Stéphanie Ponycorn, donc elle met sa casquette en gros, mais c'est moi quelque part. Et en fait, j'ai dû me créer un personnage public, j'appelle ça comme ça, pour me différencier de la vraie vie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça en fait, c'est chelou. Alors oui, je trouve ça chelou aussi. C'est un tips que Andy Booth m'a donné, parce que Andy, il a le même truc que moi. Il est sur les réseaux, il est sur les DVD, il est sur ses formations, etc. Il a une vraie notoriété, plutôt mondiale d'ailleurs. Et en fait, lui, c'est pareil, on en a discuté, et lui, il m'a dit, moi, je me suis créé pour éviter le trac, éviter de perdre mes moyens, je me suis créé un Andy Booth, et il y a Andrew Booth. Donc Andrew, c'est le mec de la maison, quoi, c'est le mec chez lui, et Andy, c'est le mec que tu vois sur les réseaux avec son chapeau et tout. Et en fait, moi, il m'avait conseillé, pour que je me sente mieux et pas traquée, parce que j'étais très traquée à une période, à tel point que sur les meet-up, notamment meet-up Fautra, où il y a énormément de monde tous les ans, j'avais très 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 peur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as peur? C'est que des gens qui te veulent du bien. Oui, c'est une peur de décevoir en fait. C'est pas une peur de rencontrer les gens, parce que moi je suis hyper contente de rencontrer les gens. C'est une peur de décevoir, que les gens, de pas être assez bien, et que les gens, quand ils te voient, ils se disent, ah ouais, en fait... elle est lambda, la meuf, elle est con, elle est pas comme ses vidéos, Et en fait, c'est infondé, hein, j'ai envie de vous dire, parce que les gens, ils attendent rien en meet-up, ils attendent pas que tu fasses un pestacle en plein milieu du truc. Ils sont là pour te voir, ils sont contents, ils veulent te dire un petit mot gentil. C'est toujours bienveillant, mais je ne sais pas, je dirais, c'est vraiment, moi, j'ai identifié ça comme une peur de décevoir, une peur de ne pas être assez, et le syndrome de l'imposteur, quoi, de pas comprendre pourquoi les gens apprécient autant ce que je fais, et du coup de toujours en vouloir en faire plus, et au final, les gens, ils ont rien demandé, ils sont juste contents de te voir, mais toi, tu te mets une pression qui est indescriptible. Et en fait, il y a une période, alors aujourd'hui, ça m'est plus ou moins passé, quoique quand je suis en salon, sur les premiers meet-up, j'ai toujours un peu le trac, mais ça m'est plus ou moins passé. Mais il y a une période, c'était horrible. C'était horrible, j'étais obligée de m'isoler avec de la musique dans les oreilles pour me calmer. J'avais des crises d'angoisse. C'était ridicule, quoi. Et donc, du coup, en discutant avec Andy, en discutant aussi avec Jean-Léo Fautra,
qui fait beaucoup de théâtre, ils m'ont donné des tips, des trucs pour essayer que ça se passe mieux. Et donc, je me suis forgé un espèce de personnage public qui est, par exemple, dès que je mets ma casquette ponycorn, pour moi, je me prépare. Alors, il y avait tout un scénario à faire avant. Andy m'avait expliqué, tu respires, machin, et tout un truc. Tu fais monter en fait ton adrénaline. Tu peux faire des squats, tu vois. En fait, tu fais monter ta pulsation cardiaque. Et en fait, tu fais monter ton adrénaline. Et une fois que ton adrénaline est pleine balle, t'y vas, quoi. T'y vas. Et au début, donc, je faisais tout le protocole et tout. Et maintenant, j'ai juste besoin de mettre ma casquette et de prendre quelques minutes pour me dire ça y est, on y va là. Et ça monte tout de suite. Et c'est instinctif. Et pareil, pour jouer mes personnages, maintenant, j'ai juste besoin d'avoir les accessoires. C'est-à-dire que si je mets mon gilet jaune, mon airbag et ma bombe, je suis en popo, ça monte tout de suite. Je mets mon rouge à lèvres rouge, je vais être en Justine, etc. Et en fait, c'est du conditionnement au niveau du cerveau, hein, tout simplement. Et ça me permet de passer outre ma timidité. Par exemple, quand en salon, je suis obligée de jouer mes sketchs devant les gens. Et les gens, souvent, s'agglutinent autour de la scène. Par exemple, je suis au milieu des vents chez Fautra pour tourner une scène d'un sketch. Les gens vont s'agglutiner autour, ils vont me regarder. Avant, ça me paralysait. J'étais incapable de jouer devant les gens. J'arrivais pas, parce que j'ai toujours été toute seule chez moi, tu vois. Et du coup, le fait de mettre mon personnage, je me dis, c'est pas moi. Donc je joue et les gens, t'inquiète pas, ils voient un personnage, ils voient pas toi. T'es pas mise à nu, en fait. Et pareil, quand j'anime des événements ou des meet-up, je me mets en mode personnage public. C'est-à-dire que j'ai zéro timidité, j'ai zéro peur. Je peux avoir des gens, alors ça m'est déjà arrivé, hein, d'avoir des rencontres très 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 malaisantes en meet-up, notamment des hommes qui me sortent des trucs what the fuck, hein, clairement. Je me rappelle à l'époque où j'étais célibataire, c'était très compliqué. J'avais des mecs qui venaient en meet-up, qui m'avaient vu sur Tinder et qui me balançaient des trucs genre vas-y, je te donne mon numéro, on va ken ce soir, devant les gamins, quoi. Et moi, ça me terrorisait hein, pendant un moment. Heureusement, j'ai des partenaires qui sont super géniaux et justement des hommes qui sont là et qui sont hyper bienveillants, enfin les maris de mes partenaires ou carrément mes partenaires qui dégageaient ces mecs-là, quoi. Mais ça m'est arrivé 2 fois d'avoir des rencontres très malaisantes. Après, c'est tout. En 6 ans, donc j'ai envie de vous dire ça va. Et maintenant je suis plus célibataire, donc c'était surtout à cette période-là où j'étais célibataire. Quand j'étais pas célibataire, tout le monde savait que mon mari c'était Pony Deb, donc je travaillais avec lui, donc en fait personne ne se permettait de. Mais c'est vrai que quand j'étais célibataire, c'était compliqué, quoi. Et je recevais même des messages de mecs qui me disaient par exemple, si j'allais quitter à Lyon, qui était de Lyon, qui avait vu mon truc sur Tinder, qui me disaient je vais aller au salon pour te voir, quoi. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un date Tinder où je bossais sur un hippodrome à Saint-Nazaire et le mec me dit je viens de voir, je viens de voir ton animation. C'est hyper malaisant. Et obligé de dire au mec écoute, j'avais pas dit au mec que je travaillais à Saint-Nazaire, il l'avait vu parce qu'il était abonné à la page de l'hippodrome, quoi. Et je lui avais dit mais non, mais en fait je travaille, quoi. Il m'a dit non mais t'inquiète pas, je te dérangerai pas pendant ton travail, je regarderai juste. Mais la malaisance, en fait, la malaisance, mon Dieu. Donc aujourd'hui c'est bon, je suis plus célibataire, j'ai plus ce problème-là et je suis peinard. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée de pourquoi je peux traquer, pourquoi je peux être timide, pourquoi aussi je peux avoir un peu peur. Et le fait de me mettre en mode personnage public, sincèrement, si j'ai un mec qui arrive en face qui me sort des obscénités ou des trucs comme ça, j'ai tellement de confiance en moi et de force et d'adrénaline que je te le dégage illico presto, quoi. Et il peut rien m'arriver en fait quand je suis en mode comme ça. Et puis c'est vrai que mon ponycorn, je croise les doigts, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu en face de moi pour me dire ouais, j'aime pas ce que tu fais, t'es une grosse conne et tout. Mais il y a des haters partout, les gars. Donc ça se trouve un jour ça m'arrivera. Et puis on peut pas être aimé de tout le monde et qu'on se le dise dans la création de contenu, quand tu croises des collègues, 90% du temps ça se passe bien, mais moi ça m'est déjà arrivé que j'ai des personnes qui me disent que
elle me trouvait condescendante sur les vidéos et que du coup c'était sympa de discuter parce qu'elle s'apercevait que non, quoi. Donc en fait, tout ça pour vous dire que les gens peuvent avoir des mauvaises impressions sur toi et au final tu peux entre guillemets te prendre une taclée vite fait comme ça, gratos, parce que les gens ils se sont fait une idée fausse de toi, probablement liée à mes personnages, j'en sais rien. Et, ou peut-être que je suis hyper condescendante dans mes trucs. Franchement, je ne m'en rends pas compte en vrai. Ça m'avait travaillé, ça, quand la meuf, elle m'avait dit ça. Une collègue créatrice de contenu, qui m'a dit « Ah, mais c'est sympa de parler avec toi, parce que franchement, on dirait que t'es trop condescendante et tout. » Et je lui ai dit « Ah bon, à ce point-là ?» Parce que je trouve ça bizarre, en fait. Moi, de nature, je suis pas du tout comme ça. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand Ponycorn a commencé, et ça, c'est du fait de ma timidité, je me sentais extrêmement mal à l'aise devant la caméra et pareil, je prenais la casquette, c'est le cas de le dire, de mon personnage de la coach qui est très braque et tout, pour me cacher derrière. Et en fait, je n'arrivais pas à être moi-même devant la caméra ou là, comme vous m'écoutez dans les podcasts par exemple. Et pareil, en podcast, combien de fois j'ai eu des retours au début des podcasts. Maintenant, ça fait 1 an que je fais ça, mais au début des podcasts où les gens me connaissaient des vidéos et venaient me faire des retours en me disant « Mais c'est incroyable, franchement, les vidéos, tu commençais un peu à me taper sur les nerfs. » J'ai dit « Véridique, véridique, je suis des abonnés qui m'ont dit ça avec tes vidéos et tout. » Encore une fois, c'est genre en mode condescendante. Et en t'écoutant en podcast, en fait, on s'aperçoit que t'es une meuf normale, quoi, puis cool. Mais quoi, les gars, mais carrément. Mais je pense, enfin, de toute façon, c'est de ma faute, hein, si je donne une image condescendante, mais je pense vraiment que c'est cette histoire de timidité qui fait que je me cache derrière des personnages, qui fait que les gens pensent que je suis vraiment comme ça, alors que pas du tout. Pas du tout. Et il m'a fallu quand même beaucoup de temps, hein, parce que je dirais 5-6 ans, là, ça fait pas longtemps, que je me dise, tu peux être toi-même, ce n'est pas parce que tu es calme et que tu es timide que tu n'es pas quelqu'un d'intéressant. Et les gens, même les abonnés, s'ils te voient comme ça en story ou en podcast ou je ne sais quoi dans la vraie vie, c'est pas pour ça qu'ils vont te détester ou te dire que tu es une arnaque et qu'en fait t'es pas drôle. On s'en fout, enfin je veux dire, on peut pas être tout le temps drôle. Moi des fois je fais des sketchs, c'est de la grosse merde, hein. Des fois ça me fait marrer, des fois je me fais auto-marrer, mais bien souvent, les gars, spoiler, je me fais jamais marrer, mais encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que ça serait un peu, narcissique. Mais bref, tout ça pour dire, je me mettais l'impression à me dire, putain, faut que je sois drôle, faut que je fasse rigoler les gens et tout. Mais en fait, non, meuf, si t'es mal luné, si t'es malade, ou si t'as juste envie d'être calme, mais t'as le droit, quoi. Et ça m'a un peu décomplexée. Et j'avoue que maintenant, que ce soit en salon, en podcast, alors des lives, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais en live ou des trucs comme ça, je pense que je serai beaucoup plus naturelle qu'il y a 4-5 ans par exemple. Je pense. À 99%. Et tout ça parce que je pense que aussi j'ai mûri, hein. J'ai commencé Ponycorn il y a 6 ans, donc j'avais 35 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 41, bientôt fin d'année 42. Donc, je pense qu'on mûrit aussi. On mûrit dans le sens où, en fait, moi, aujourd'hui, clairement, j'en ai rien à foutre si je plais pas. Enfin, je veux dire, bien sûr que ça me fait hyper plaisir d'avoir des vidéos qui cartonnent, des gens qui viennent t'envoyer des messages pour te dire qu'ils adorent ce que tu fais, que ce soit des podcasts ou les vidéos, les gens dans la rue qui t'arrêtent pour prendre une photo parce qu'ils adorent. Bien sûr que c'est extraordinaire. C'est ce que tout le monde cherche au final, c'est le goal de vie. Enfin, un goal de vie pour un créateur de contenu. Mais j'ai envie de vous dire, si un jour on me dit Ponycorn Steph, c'est terminé, en fait c'est fini, mon monde, enfin ma vie va pas s'effondrer, quoi. J'ai une vie à côté, je suis très heureuse à côté, la reconnaissance je l'ai grâce au réseau, tout ça, mais si du jour au lendemain ça n'existe plus, mais j'ai de la reconnaissance auprès de ma famille, auprès de mon chéri, auprès de mes amis, enfin voilà, j'existe pas que par ça. Et du coup, je pense que c'est un grand pas, hein, parce que du coup, avant, c'était pas du tout le cas. Au début, quand j'ai commencé, j'ai clairement... Enfin, au début, je vous expliquerai, mais voilà, c'était un hasard, mais j'ai pas dédié ma vie à Ponycorn, quoi. Enfin, au début, j'ai dédié ma vie à Ponycorn, enfin, on va recommencer là, je m'embrouille. J'ai commencé par hasard.
Mais une fois que j'ai vu que ça fonctionnait, etc., au bout d'1 an, on va dire, j'ai dédié ma vie à Ponycorn. J'ai tout sacrifié pour Ponycorn, y compris mon couple, ma vie perso, tout. Je ne vivais que pour ça. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Je suis trop heureuse tous les matins quand je me lève en me disant, je me dis voilà, je me lève en me disant j'ai trop de chance. J'ai trop de chance, c'est trop génial, je fais un métier trop cool, je fais ce que j'aime et tout. Mais je n'ai pas de problème avec si jamais ça arrête. C'est pas grave. Je ferai autre chose. Je travaillerai à Super U. Je masserai de nouveau des chevaux encore plus. Je trouverai quelque chose à faire. Je serai barista chez Columbus. Mais j'ai un truc avec ça, j'ai trop envie d'être barista, genre chez Starbucks ou Columbus. Je suis sûre que je ferai ça un mois, je pèterai un câble parce que je sais pas s'ils sont vraiment bien là, les salariés, mais j'ai trop envie de faire des cafés latte à tout le monde là, ça me ferait kiffer ça. Bref. Donc tout ça pour vous dire, oui, pour revenir au sujet de base qui est quand même la timidité, je me cache derrière un personnage, derrière Ponycorn, qui fait que ça m'aide. Si je suis dans un autre contexte que Ponycorn, je vais vraiment avoir des angoisses et la timidité qui va ressortir. Et je vais être très introvertie. Je vais être dans mon coin. Je vais pas chercher l'attention, surtout pas. Mais c'est ça en fait qui est hyper contradictoire avec mon métier, c'est que mon métier demande à ce que je cherche l'attention via les réseaux, les vues, etc. Et je suis très exposée. Et y compris ma vie privée, puisque je partage une partie aussi de pas tout heureusement, mais une partie de ma vie privée en podcast, une partie de ma vie privée en story, ce qui fait que les gens connaissent un peu mon environnement. Et c'est vrai que du coup, quand les gens, j'ai envie de vous dire, ne me connaissent pas et donc du coup n'ont pas accès à mon contenu Ponycorn, je suis beaucoup plus introvertie et je vais vraiment avoir ma vraie nature. Et ma vraie nature, c'est ça, c'est la meuf dans une salle de sport où il s'est blindé, où il y a des gens autour. Je vais pas chercher l'interaction. Je vais vraiment être dans mon coin, je fais mon petit truc, je regarde pas les gens, je suis pas quelqu'un qui parle fort, je suis un peu dans mon coin. Par contre, quand je me sens bien, je suis avec mes potes ou en famille, ou au sport avec mes copains de CrossFit, tout ça, là, oui, tu vas m'entendre un peu trop même. Mais c'est vraiment un mix des deux, j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment... ça dépend du contexte. Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un de timide ? Je pense que ce podcast, il peut servir à ça, déjà, au lieu de raconter que ma vie, Steph. En fait, il y a un moment donné, c'est bien de raconter ta vie parce que c'est thérapeutique pour toi, mais donne des conseils aux gens. Meuf qui s'auto-parle, tu sais. Donc, si t'es timide et que ça te gêne pour plein de trucs, genre trouver un travail ou au boulot, si t'as des interactions avec les clients et que t'es timide et que c'est un calvaire pour toi, ou pour trouver quelqu'un dans la vie, un amoureux, une amoureuse, machin, que ça t'empêche d'avoir des interactions sociales et que tu en souffres. On va dire ça comme ça, parce que la timidité, si t'en souffres pas et t'es bien avec ça, mais moi je dis que c'est un très bon trait de caractère, les gars. On n'a pas demandé à ce que tout le monde soit extraverti. Moi, je trouve ça très bien d'être timide. Moi, j'aime bien ma timidité, je trouve ça cool. Et surtout, je trouve que c'est une qualité que les hommes aiment bien. Ils aiment bien d'avoir aussi une femme un peu réservée. Moi, ça m'est souvent arrivé qu'on me dise, les hommes que je courtisais, qui me courtisaient, peu importe, de trouver que ce côté réservé, c'était plaisant. De pas être tout de suite arriver avec grande gueule, ouais, poète, machin, tu vois. C'est côté réservé d'abord, et après, quand je me sens bien, j'ai mon côté extraverti qui ressort, et du coup, les gens, ils se disent, ah, c'est cool, on sent qu'elle se sent bien, donc elle s'ouvre, quoi, tu vois. Donc, moi, je dis, le côté timide, c'est très bien. Faut pas en faire une faiblesse. Pour moi, c'est une force, vraiment. En plus, les gens timides, ils ont tendance à beaucoup analyser, ce qui fait qu'ils ont une meilleure intuition et une meilleure perception des gens en face d'eux. Contrairement aux gens qui sont très extravertis et qui vont être tout de suite dans l'action, eh bien, ils vont pas avoir moins ce côté analytique de l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous êtes timide, c'est une qualité. Seulement, si vous en souffrez, par exemple, ça, c'est autre chose. Quel conseil je pourrais vous donner ? Moi, ce que je pourrais vous donner, c'est la préparation que moi, je faisais avant Track.
C'est-à-dire que vous prenez 5 minutes, top chrono, vous faites une dizaine de squats, vous respirez assez fort, genre comme si vous alliez être en apnée sous l'eau, comme ça, tu fais un peu de l'hyperventilation, tu refais une dizaine de squats et tu peux, alors moi je le faisais, je le fais plus maintenant, mais tu peux te donner des tapes, tu sais, sur les épaules, ou sur le torse, tac, ou même sur le visage, comme ça. Et en fait, tu as ta fréquence cardiaque qui va monter, ton corps qui va se mettre en alerte, à se dire qu'est-ce qui se passe. C'est quand tu as une grosse échéance. Moi, je dis, cette préparation-là, elle est top quand tu as une grosse échéance, que tu dois par exemple avoir un entretien avec un mec ou genre un employeur ou un machin qui te fait extrêmement stresser. Et ça, cette préparation, ça te met d'attaque, mon pote. T'es opérationnel de ouf. Donc tu peux faire ça. Et en fait, moi j'ai appelé ça en rigolant, entre guillemets, c'est pas très drôle, mais en rigolant, que je me préparais à la guerre, tu vois. Et en fait, ton corps, il est sous tension, il est pété d'adrénaline. Et en fait, après, l'adrénaline, hein, ça t'enlève tout. Hein. Ça t'enlève la peur, ça t'enlève la douleur, ça t'enlève tout. Donc en fait, t'es prêt. Donc ça, c'est pour les très grosses échéances. Ou par exemple, avant un date, moi, ça m'est arrivé d'avoir le trac avant un date. Et un date où le mec me plaisait vraiment, vraiment par message, par exemple, et que, ou alors je l'avais déjà vu une fois et il revenait chez moi et du coup je devais l'accueillir et là j'étais toute ouh là là là, on s'était vu une fois. Typiquement, je suis en train de vous raconter l'histoire avec Flo. Hein. Typiquement, Flo, je le vois une première fois chez lui, on passe toute la nuit à discuter. Enfin, si vous n'avez pas écouté ce podcast merveilleux qui est l'histoire de ma rencontre avec mon chéri Flo, eh bien allez-y, c'est l'histoire, c'est mon conte de Noël à moi, je crois, l'histoire avec mon chéri Flo, vous allez voir. Alors ça me fait rigoler parce que, petite parenthèse, j'ai Julie, une abonnée qui m'a fait un retour sur mes podcasts. Julie, gros bisous, un super message que j'ai reçu ce matin, ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a dit qu'elle écoutait tous mes podcasts, qu'elle adorait, qu'elle les bouffait, etc., etc. Et elle m'a fait remarquer que j'avais un tic de langage et je viens de faire gaffe en enregistrant ce podcast depuis le début. Et à chaque fois que je parle de mon chéri, je dis mon chéri Flo. Je dis pas mon chéri tout court, je dis mon chéri Flo. Et c'est vrai. C'est très rigolo. Donc Julie, petit aparté, voilà, c'est vrai. De toute façon, j'en ai plein de tics de langage, les gars, j'ai envie de vous dire. Mais bref, c'était une petite aparté. Donc je disais ça. Donc je disais quoi? Je disais que, voilà, bref, tu tapes ton petit truc d'adrénaline. Donc moi, c'est ce que j'avais fait sur le deuxième date avec Flo. Il devait venir manger chez moi et j'étais toute chose. On avait passé un date où il s'était rien passé, on avait parlé toute la nuit et je devais le revoir et on s'était dit qu'on se plaisait, tu vois. Donc on se revoyait parce qu'on avait envie de se revoir, tu vois. On se revoyait pas pour genre faire une séance de sport en mode pote, tu vois. Et du coup, je me suis tapé un petit coup de stress et je me suis fait une petite prépa comme ça juste avant, tu vois. Et ouais. Et je le fais dans certains cas. Par exemple aussi, ça va m'arriver dans les contextes perso où j'ai besoin de tenir le coup. Alors ça va pas être très joyeux, mais par exemple pour les funérailles de Lolo, ma cousine Lolo, qui était comme ma grande sœur, qui est morte à 43 ans d'un cancer du sein triple négatif, je savais que ça allait être un moment extrêmement douloureux puisqu'il y avait toute ma famille. Et là, il fallait tenir, en fait. Il fallait tenir physiquement, moralement, psychologiquement. Donc là, t'as intérêt de te préparer aussi, tu vois. Et cette prépa, moi, ça m'aide beaucoup sur des moments très compliqués comme ça, ou ça m'aide beaucoup sur des grosses échéances. Donc ça peut être un tips. Si vous avez une échéance qui vous terrorise, de vous faire monter l'adrénaline mécaniquement, ça marche très très bien. Autre tips, alors ça marche très très bien, mais ponctuellement les gars, hein, allez pas vous faire monter l'adrénaline tous les jours pour aller à l'école par exemple, c'est assez ridicule parce que là ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent et c'est pas une solution. C'est vraiment pour ça, c'est pour des échéances méga ponctuelles, mais quand c'est un truc de tous les jours qui te terrorise, moi ça franchement je vous conseille soit de consulter un psy, et encore une fois, je le répète assez souvent je crois, mais je vais le redire. C'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est fou, qu'on va pas bien. Hein. Quand on va voir un psy, c'est quand t'as mal à la cheville, tu vas voir un ostéo. Quand t'as mal, t'es enrhumé, tu vas voir un médecin. Quand t'as mal à l'estomac, tu vas voir un gastro-entérologue. Bon, quand tu vas mal, quand t'as mal à ton cœur, à ton cerveau, tu vas voir un psy.
C'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai pas de mal à dire ça. Oui, je consulte une psy. Oui, alors ça, c'est des périodes de ma vie. Je vais avoir des consultations avec ma psy. Enfin, j'en ai eu 2 dans ma vie. Après, ça va s'arrêter. Après, je vais avoir de nouveau le besoin de parler de certaines choses, etc. Et moi, je dis, quand vous en ressentez le besoin, mais même si c'est pas grand-chose, même si vous dites, oh ben non, c'est rien, et ben allez voir une psy ou un psy, c'est hyper important. C'est normal d'aller voir un psychologue. C'est même très très bien. Et pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on a quelque chose qui nous dérange un peu, qui nous empêche d'avancer, de construire, ou de foncer, j'ai envie de dire, dans la vie, sur le chemin de la vie, qui nous freine. Le fait d'aller voir un psy, ça peut débloquer ça, et vous allez 2 fois plus vite sur le chemin de la vie, quoi, en toute sérénité. Et moi, c'est vrai que c'est des moments charnières où des fois je sens que je freine un peu. Je sais pas pourquoi, ça me dérange. Paf, je vais voir une psy, je travaille sur ces freins-là, je travaille sur mes angoisses, je travaille sur plein de trucs, et paf, ça me libère plein de trucs. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc le psy, ça peut vraiment être une solution si vraiment votre timidité vous crée des grosses angoisses et que vous n'arrivez pas à faire des choses normales de la vie. Après, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil ? Pourquoi pas de vous créer un personnage public. C'est-à-dire une espèce de façade, une espèce de carapace que vous utilisez lorsque vous êtes avec des gens. Alors, attention, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis là. Je ne vous dis pas d'être quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Surtout pas. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de se perdre. En plus, moi, je ne suis pas psychologue, ni médecin, ni quoi que ce soit. C'est des conseils de copine à copine, les gars. Donc, je suis personne pour vous dire quoi faire. Moi, c'est des trucs qui m'ont aidée. Mais encore une fois, il faut rester authentique et proche de sa propre personnalité. Pourquoi ? Parce que si vous êtes quelqu'un de trop différent par rapport à ce que vous êtes réellement à l'intérieur, quand vous allez vous regarder dans une glace, vous allez vous dire « Waouh, là, je suis pas... Non, c'est pas moi là qui a fait ça. » Quand vous allez, vous voyez, objectivement parlant, quand vous allez vous regarder de l'extérieur et vous allez vous dire « Putain, mais non, en fait, non, ça, c'est pas moi, ça me ressemble pas. » Donc non, faut créer un personnage public, mais qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau, sauf que c'est une protection, c'est une façade, c'est une protection. Il y a certaines choses que vous ne montrez pas. Par exemple, moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a énormément de gens qui m'envoient des messages, donc sur les réseaux ou même sur des retours de podcast, et qui me disent « mais on te connaît par cœur ». Mais non, en fait non, parce que même si je donne beaucoup de ma vie privée dans les podcasts, dans les stories, dans les vidéos, dans ce que vous voulez, il y a une part de moi et de ma vie privée que je ne dis pas et que je ne montre pas. Et j'ai encore une espèce de couche de protection, mais encore heureux, parce que, comment vous dire, quand on est exposé sur les réseaux ou à un public, forcément, c'est exposé à des gens que tu ne connais pas. Donc tu ne maîtrises pas qui a accès à ton intérieur, à ta vie intime et tout. Donc moi, il y a tous les trucs que je mets en podcast sur les réseaux, c'est des trucs où j'ai 0 problème avec ça. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un s'en serve pour essayer de me faire du mal, ou aucun problème. J'assume tout ce que j'ai publié publiquement, tout est assumé. Il y a des trucs, par exemple, que j'ai publiés il y a 6 ans ou avec lesquels je ne suis plus d'accord aujourd'hui, mais parce que j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai appris. Mais ça, voilà, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Encore heureux que je ne suis pas la même personne il y a 6 ans et aujourd'hui, parce que j'ai eu 6 ans de vie qui m'ont forgé une expérience et qui m'ont fait changer d'opinion d'avis. Et comme dirait ma mère, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc ça, 0 problème. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont avoir vraiment une image de façade sur les réseaux où c'est pas du tout eux dans la vraie vie. Moi, c'est pas le cas. Moi, je suis très nature peinture et ce que j'ai publié sur les réseaux, je l'assume totalement. Donc c'est pas un problème. Par contre, il y a une partie de ma vie qui est cachée, que je garde pour moi et mes proches, très proches. Il y a plein de choses que je ne vais pas parler, il y a plein de choses, voilà, et c'est normal en fait. C'est normal, pourquoi ? Parce que, comment dirais-je, vivons heureux, vivons cachés, on dit, et il y a certaines choses de ma vie que vous ne savez pas. Donc, par exemple, je parle de mes projets, etc., que j'ai avec Flo, mais
je vous parle pas de ma vie privée au quotidien avec Flo, par exemple. Et ça, c'est volontaire parce que c'est un truc que j'ai envie de garder pour moi. Et des fois, je me dis, comment dirais-je, je me dis, les gens ont l'impression en fait de me connaître par cœur, mais finalement pas tant que ça, puisque ils connaissent beaucoup de choses de ma vie. Ça, c'est clair pour ceux qui sont archi méga assidus et qui me suivent depuis 6 ans. Je pense que vous devez connaître beaucoup de choses de ma vie, peut-être même bien plus que certains de mes amis. Mais il y a toute une partie que je vous montre pas non plus. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire, et c'est volontaire, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est important pour moi. C'est un peu la barrière entre mon taf sur les réseaux et sur le podcast et ma vie réelle. Et ça, c'est vraiment un tips timidité. C'est-à-dire que c'est de se créer une espèce de petite barrière comme ça, une petite protection. Ça vous met dans un truc en vous disant je contrôle encore mon être intérieur, ma vie intime, je la contrôle encore, je contrôle ce que je veux bien donner comme information. Et moi, je sais que ça m'apaise de pouvoir contrôler. Ça, c'est un truc... Et je suis signe lunaire vierge, les gars. Vous allez me dire, putain, nous fait chier avec ces signes astrologiques. Oui. Donc, signe lunaire vierge, c'est quoi pour ceux qui connaissent rien? Signe lunaire, c'est les émotions, l'instinct, la façon dont on ressent les choses. La vierge, c'est le signe que je déteste le plus du signe astrologique. C'est tout est cartésien, logique, méga maniaque, extrêmement psychorigide et tout ça. Et totalement. Et malheureusement, j'ai pris beaucoup de la Vierge dans tout ce côté émotionnel, et dont ce que je vous raconte donc sur les réseaux, c'est très typé Vierge, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie que je contrôle et l'autre que je contrôle aussi, que je garde caché, quoi. Mais c'est pas, vous allez me dire ouais, mais c'est pas cool. Nous, on a l'impression de connaître trop, on est copines et tout. Alors, c'est pas méchant. C'est juste que moi, je vous connais pas en fait. Vous avez l'impression que vous me connaissez, puisque je vous fais des podcasts à tire-larigot et puis des vidéos tout le temps où je vous raconte ma vie. Mais moi, je vous connais pas. Et si on se rencontre dans la vraie vie et que on fait connaissance en réel et tout, c'est vrai que du coup, comment dirais-je, vous pouvez me percevoir différemment, me dire ah ouais, en fait t'es comme ça et tout. Et ça a été le cas, par exemple. Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai rencontré une Française là-bas qui me suivait sur les réseaux. Et en fait, c'était assez drôle parce qu'elle pensait connaître plein de facettes de ma personnalité. Et en fait, quand je lui disais « mais non, en fait, je suis pas comme ça », c'est l'image que tu t'es faite en regardant mes vidéos et tout. Mais non, c'est pas moi dans la vraie vie, quoi. Et du coup, elle était un peu sur le cul. Alors, je me rappelle plus exactement des situations, mais elle était assez sur le cul sur certains trucs en se disant « ah ouais, ok, d'accord, bon. » Mais genre, typiquement, ça me le fait souvent, où les gens, ils s'aperçoivent que, en fait, je suis 90% du temps calme. Hyper calme. Et les gens, ils sont pas habitués, en fait. Quand ils me voient sur les podcasts, sur les vidéos, enfin, les podcasts, moins, parce que je suis plutôt calme, mais sur les vidéos et tout, qui me voient comme ça, qui me côtoient tous les jours dans la vraie vie, ils comprennent pas. À quel moment, pop it up, là, tu t'énerves et tout. En fait, très rarement, les gars, sauf quand je fais la fête le samedi soir avec mes potes ou que je suis en pleine séance de crossfit, pleine balle. Mais sinon, je suis pas pumped up toute la journée, quoi. Je suis hyper calme comme nana. Et du coup, souvent, les gens qui me connaissent des réseaux, ils sont déstabilisés parce que je suis calme. Et du coup, ils se disent, putain, elle est malade, il y a un truc qui va pas. Non, tout va bien, c'est juste que je suis calme. Je suis très calme comme meuf. Et ouais, donc ça, c'est un des points. Donc voilà, conseil, un personnage public, mais qui vous ressemble vraiment. Sauf qu'il y a un petit tips. Alors, ce qui peut aider, vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce qu'on sait qu'on est en mode personnage public? Moi, par exemple, c'était le fait de mettre ma casquette ou des trucs comme ça. Vous pouvez, par exemple, je sais pas, mettre une petite bague, un petit bracelet, ou je sais pas, une petite chaîne, un petit cordon autour du cou qui vous signifie que vous êtes en public, que vous allez basculer en mode public. Et ça peut aider, ou même quand vous vous sentez mal, peut-être avoir un petit truc dans la poche, une petite figurine, un petit mouchoir, un petit machin, que lorsque vous en ressentez le besoin de passer en mode protection, en mode carapace, en mode personnage public, paf, vous touchez l'objet, et en fait ça aide beaucoup. Et c'est un tips pour moi qui a marché. Moi c'était ma casquette, vous choisissez ce que vous voulez.
C'est pas un truc de psy, les gars. Encore une fois, je répète, c'est un conseil de copine. Je suis personne. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis rien du tout. Juste, je suis une nana de 41 ans qui a passé sa vie entre la timidité et l'extraversion, l'être extraverti, la personnalité extravertie. Et du coup, si ça peut aider certaines personnes qui sont un peu timides, j'en serais très heureuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, comme d'habitude, j'adore ça, vous le savez, soit en commentaire public si vous avez envie, ou par message privé si vous préférez, sur ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle sur Insta. Ça me fera très plaisir et je réponds à tous les retours de podcast, les messages. Je suis très assidue sur Insta. Les autres réseaux, moins peut-être. C'est vrai que TikTok, on me dit « je t'ai envoyé des messages sur TikTok ». TikTok, j'ai abandonné les messages. J'ai abandonné tout sur TikTok. Je suis plus axée, effectivement, à Insta. Je suis très assidue sur Insta. Donc si vous avez envie de m'envoyer des messages, faites-le sur Insta. Et puis nous, on se rejoint tous les mardis, tous les vendredis à 22h pour des nouveaux podcasts. Si vous avez kiffé, si vous kiffez le podcast Ponycorn Diary, mettez-moi un petit 5 étoiles, ça me fera plaisir. Abonnez-vous et vous remarquerez que j'ai un accent anglais extraordinaire, Ponycorn Diary. Je précise, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai passé 3 mois aux États-Unis, mais je suis toujours en quiche en anglais, les gars. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.